Bon, bah donc on va démarrer ce cours qui va vous présenter ce qu'est la recherche opérationnelle et son importance dans le tissu économique français. Parce qu'en fait, cette matière, euh, elle est quand même très appliquée. Et vous allez voir qu'elle a une importance toute particulière. Et on va se servir du contexte sanitaire actuel pour l'illustrer justement. Voilà. Alors la recherche opérationnelle, bon, comme vous pouvez voir sur les slides, c'est une science qui est née du besoin d'optimiser des problèmes liés aux organisations du monde réel, d'accord? Et qui fait intervenir un très grand nombre de variables et de contraintes. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand vous faites vos études en mathématiques ou en informatique, à chaque fois, quand on vous présente des problèmes, on va vous montrer des instances euh, qui ont un but pédagogique, c'est-à-dire vous pouvez les appréhender humainement, d'accord? Elles sont assez simples à maîtriser, et vous allez appliquer vos connaissances pour obtenir un résultat. Mais bien entendu, les problèmes qui sont issus de la vie réelle, bah, ils ont des tailles qui sont extrêmement importantes. Et il devient difficile de maîtriser le nombre de variables et des contraintes qui vous sont imposées. D'accord? Donc ça, c'est les origines de la recherche opérationnelle. En particulier, on a un certain nombre de chercheurs qui, même si la discipline recherche opérationnelle n'existait pas encore, ont permis de poser les bases de cette science. Alors, en particulier, on a Leonhard Euler, donc c'est mon héros personnel, parce qu'il est à la base de la théorie des graphes, et moi je suis un grand fan de la théorie des graphes, donc vous allez voir que mon cours sur la théorie des graphes sera un peu plus appuyé que le reste des notions. On a Gaspard Monge qui a fait un mémoire sur la théorie des déblais et des remblais. Alors c'est assez intéressant, c'est-à-dire il a travaillé sur, il y avait des chantiers, ils creusaient des trous, ils enlevaient des grosses pierres, et en fait, tout ce qu'ils avaient enlevé, il fallait le déplacer, le mettre ailleurs. Mais évidemment, le but, c'était pas de créer des collines de déchets. Et donc, il a fait tout un mémoire sur comment optimiser et où placer ces déchets. Donc c'est assez intéressant. Il me semble que ça traite. Alors c'est très mathématique évidemment. Vu l'époque, c'est en plus un langage français et mathématique qui n'est pas forcément très simple à suivre, mais vous pouvez trouver son mémoire et essayer de le lire, c'est assez intéressant. Voilà. Mais les véritables donc, débuts de la recherche opérationnelle, en tant que véritable discipline scientifique, c'était au début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, en particulier, on a deux chercheurs. Patrick Blackett, donc il faut savoir que lui, il a été prix Nobel de physique, hein, il me semble. Et puis George Dantzig, qui a proposé un algorithme. Alors il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Donc c'était la Seconde Guerre mondiale. Et l'Angleterre subissait un blocus. D'accord? Donc plus rien ne sortait d'Angleterre, plus rien ne rentrait. Et donc, de fait, ils avaient des gros problèmes de ressources. D'accord? Ils avaient du mal à s'approvisionner. Alors déjà, pour se nourrir, mais également pour fabriquer les armes, les munitions, etc., etc. Oui, vous aurez les slides. Vous aurez les slides, hein, si c'est ça la question. Voilà. Donc, ils avaient des gros problèmes de ressources en Angleterre. Et en plus de ça, les Allemands envoyaient des escadrilles pour bombarder l'Angleterre et détruire toutes les usines qu'ils pouvaient, etc., etc., faire le plus de dégâts possible. Alors, les généraux de l'époque, ils avaient pour habitude de placer les batteries antiaériennes, hein, donc c'est-à-dire les canons qui étaient censés abattre les avions allemands, aux endroits où il y avait le plus d'avions qui passaient. C'est logique, d'accord? Et ils arrivaient à abattre un certain nombre d'avions. Bon. Le problème, c'est que très vite, on manquait de munitions, et puis que quand une batterie antiaérienne n'a plus de munitions, elle ne sert plus à rien. D'accord? Et donc, comment étaient choisis les emplacements exacts où placer ces batteries antiaériennes?
bah, on avait analysé où les avions étaient le plus susceptibles de passer. D'accord? Donc il y avait des points névralgiques. Et on plaçait des batteries antiaériennes à cet endroit. Et puis bah, dès qu'un avion passait, bah, on canardait. Et puis jusqu'à ce qu'il tombe. Et c'est là qu'intervient Patrick Blackett, qui lui a expliqué aux militaires, enfin, il faisait partie du contingent militaire, parce qu'évidemment, à cette époque-là, tous les scientifiques étaient enrôlés, mais il leur a expliqué qu'ils étaient dans l'erreur. C'est-à-dire que le but n'était pas d'abattre le plus d'avions possible. Alors, cette phrase peut être surprenante, mais le but, c'était de minimiser le nombre de balles nécessaires pour abattre un avion. Parce qu'en fait, si vous placez vos batteries antiaériennes aux endroits où on peut abattre le plus facilement les avions, d'accord? Vous allez donc minimiser le nombre de balles que vous allez utiliser. Et donc les balles que vous n'allez pas utiliser, vous allez pouvoir les réutiliser pour abattre un deuxième avion. Alors que les généraux, eux, ils avaient placé à l'endroit où il y avait le plus d'avions, où ils pouvaient abattre le plus grand nombre. Mais c'était sans tenir compte de la pénurie de balles qui allait arriver. Et si on rajoute la contrainte liée aux ressources balles des canons anti-aériens, eh ben leur stratégie n'était pas viable sur le long terme. Et donc il est arrivé avec des militaires, ils ont analysé la topographie, tout ça, machin, etc. Et bah, ils ont réussi à diminuer de 20 000 à 4 000, en moyenne, bien sûr, le nombre de balles nécessaires pour abattre un avion ennemi. Donc c'est-à-dire qu'avec le même nombre de balles, bah, on pouvait abattre 5 fois plus d'avions. Donc on a amélioré l'efficacité dans un contexte de pénurie de ressources. Et alors ça a été tellement efficace, ça a tellement bien marché, que bah, du coup cette science a pris son envol. D'accord? Alors le RO, c'est recherche pour opérationnel, et opérationnel, c'est au sens militaire du terme, d'accord? C'est les opérations militaires, c'est de là que ça vient. Bon, mais évidemment, la recherche opérationnelle, ce n'est pas une question de guerre, c'est une question d'optimisation de ressources dans un contexte où les ressources sont limitées. Et bah, ce domaine, ça va s'appliquer dans toutes les strates de la société. Donc, les lignes de production, l'optimisation des télécommunications. Alors, très clairement, quand on fait passer des câbles de fibre optique, on les fait pas passer n'importe où. D'accord? On va pas se dire, tiens, bah, dans ce trou-là, on fait passer un gros câble. Voilà, non. On va essayer de minimiser la quantité de fibres et de travaux nécessaires pour placer la fibre. On a des problèmes de transport. Alors ça, les problèmes de transport, bah, c'est simple. Vous avez vu avec la crise actuelle que vous devez, si vous voulez acheter quelque chose, bah, le plus simple, c'est de le commander. Mais derrière, les gens qui vont livrer vos colis, ils vont pas se dire, tiens, il y a le colis qui est à Fontainebleau, donc je vais à Fontainebleau, je livre un colis. Ensuite, il y en a un qui est à Paris, je retourne à Paris, je livre mon colis. Ah, il y en a un autre à Fontainebleau, je retourne à Fontainebleau. Bah, bien sûr que non. Donc, évidemment, derrière, il y a une question d'optimisation qui est celle de minimiser le trajet pour les livraisons. Et c'est minimiser le trajet pour les livraisons, non pas pour un camion, mais pour l'ensemble de la flotte de livraison. Et donc ça, c'est un problème avec énormément de contraintes, beaucoup d'argent en jeu, etc., etc. Donc c'est un vrai problème d'optimisation, un des plus compliqués auxquels les informaticiens sont confrontés actuellement. Alors on a la production et le transport d'énergie. Là c'est pareil, produire de l'énergie c'est bien, mais il y a des moments où il fait un peu plus doux, donc on a besoin de moins de chauffage, donc on consomme moins d'énergie. Si vous avez des centrales qui nécessitent, je sais pas moi, qui nécessitent plusieurs jours pour se lancer ou pour s'arrêter, comme les centrales nucléaires, eh ben ça suffit pas. Il va falloir des centrales qui peuvent démarrer et s'éteindre très rapidement pour pouvoir pallier ces différents problèmes. Et ensuite, l'énergie, quand elle est transportée, eh bien, il y a une déperdition d'énergie sous forme de chaleur. C'est-à-dire que à partir d'une certaine distance,
ce n'est plus rentable d'envoyer de l'électricité. Donc ça veut dire que les centrales, elles doivent être implantées au plus près de la population. Mais en même temps, vous ne pouvez pas placer une centrale nucléaire au milieu de la ville de Paris, parce que les gens ne seraient pas d'accord. Donc il faut que ce soit assez éloigné. Et donc vous voyez que, ah oui, il faut que ce soit près, mais pas trop. Voilà. Et donc ça va induire un maillage du territoire. Et ce maillage, il est déterminé via tous les outils de la recherche opérationnelle. Bon, alors dans le même état d'esprit, on a tout ce qui est planification de projet. Quand vous allez réaliser un projet en entreprise, et là vous allez tous y être confrontés, bah, c'est pas juste une personne qui va dire oui, alors à telle date il me faut ça, à telle date il me faut ça. C'est qu'il y a un tas de tâches qui peuvent être réalisées en parallèle par des équipes différentes, et donc il va falloir agencer l'ensemble de la réalisation de ces tâches de sorte à minimiser la date de fin du projet. L'optimisation d'une campagne publicitaire. Alors là, il y a un exemple qui est assez dingue avec ce truc-là, c'est la campagne électorale de Donald Trump. Alors Donald Trump, rappelez-vous, quand il a fait campagne contre Hillary Clinton, bon, lui, il avait des fonds, je dirais, quasi illimités, mais il a fait appel à une entreprise qui était Cambridge Analytica, qui a analysé le profil des utilisateurs Facebook, et qui, en fonction du profil de ces utilisateurs, a permis de cibler plus précisément ce qu'il fallait dire à quel utilisateur, afin de maximiser l'impact de la campagne, d'accord, et finalement de remporter l'élection, malheureusement. Vous avez l'ingénierie financière, savoir quel produit acheter ou vendre et à quel moment. C'est pas juste quand ça monte j'achète et quand ça descend je vends. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et évidemment, il y a des algorithmes d'optimisation et on a même tout un tas d'algorithmes qui permettent de faire du micro-trading et qui sont liés à des algorithmes issus de la recherche opérationnelle. Et alors, bien sûr, l'exemple qui doit vous toucher actuellement, c'est la crise sanitaire actuelle. Et en particulier, un exemple concret qui a lieu en ce moment, c'est la production et l'acheminement des vaccins pour le Covid. Et ça, c'est vraiment un problème extrêmement complexe. On va revenir dessus. Je vais revenir sur l'ensemble de la crise sanitaire actuelle. Alors, vous avez vu lors du premier confinement, quand vous alliez faire vos courses, bah, on n'avait plus de farine, on n'avait plus de sucre, il n'y avait plus de pâtes, il n'y avait plus de papier toilette. Alors ça, c'est un peu délirant, hein, les gens sont cons, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, voilà, on n'avait pas de masques chirurgicaux. Le gel hydroalcoolique, on avait du mal à en trouver au tout début, rappelez-vous. Hein. Et puis maintenant, on a les vaccins qui posent aussi des problèmes. Alors, il convient de ne pas avoir une réflexion type Facebook, d'accord, mais une discussion... Ouais. Alors, il convient d'avoir une discussion scientifique sur les choses. Alors, c'est très simple. Il y a des choses qui s'expliquent très facilement. Par exemple, sur les masques chirurgicaux, au-delà des polémiques liées à l'utilisation et à leur efficacité, c'est que la production de masques chirurgicaux, elle était adaptée à la consommation. Et que quand la consommation a brusquement augmenté, eh bien les moyens de production ne pouvaient pas suivre. C'est pour ça qu'on a embauché tous les couturiers et couturières pour produire des masques en tissu. C'est qu'au départ, on n'avait pas les moyens de production. Et également, les marchandises ne pouvaient plus passer certaines frontières. Et donc, toute la chaîne de production et d'approvisionnement était complètement perturbée. Et ça a amené aux situations qu'on a tous vécues. C'est-à-dire, il a fallu réorganiser toutes ces chaînes, production et distribution, en prenant en compte la crise sanitaire. Et vous avez vu le temps que ça a pris, parce qu'avec la mondialisation, toutes ces chaînes sont imbriquées, et voilà.
Alors, on va revenir sur les vaccins. Donc là, je vous ai mis une petite image piquée sur BFM. Voilà. Alors, c'est pas que j'apprécie BFM, hein, loin de là. C'est juste que la personne qui est présente sur l'image, c'est Axel Kahn, donc qui est un ancien chercheur en génétique, mais qui du coup sait de quoi il parle, et qui est président de la Ligue nationale contre le cancer. Voilà. Euh, je suis contre les gourous en science. Pour moi, à partir du moment où on se met à suivre aveuglément une personne, un scientifique, on est dans l'erreur. Parce que ce qui compte, l'essentiel, c'est le consensus scientifique. C'est-à-dire que la majorité des chercheurs soient convaincus par l'ensemble des preuves et des faits qui ont été établis. Hein, en particulier, on pourra revenir, si vous voulez, sur Didier Raoult, mais pour moi, cette personne euh, a posé des gros problèmes et a complètement discrédité le discours scientifique, et il a posé beaucoup plus de problèmes qu'il n'a permis d'en résoudre. Cela étant, Axel Kahn, justement, lui se tient à un discours qui est purement scientifique. Quand il ne sait pas, il dit qu'il ne sait pas, et quand il sait quelque chose, c'est qu'en fait, ça a été établi par des articles scientifiques. Alors, pour le moment, moi je m'amuse à le suivre et je trouve que même si il est politisé, c'est-à-dire qu'il a un rôle politique parce qu'il est président de la Ligue nationale contre le cancer et donc il doit promouvoir son association, c'est normal, et défendre les malades du cancer, mais pour ça je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Donc je vous invite à essayer de le suivre parce que régulièrement il essaye d'expliquer les choses et de démonter un peu toutes les fake news. En particulier, non, le vaccin ARN n'est pas une thérapie génique parce que ça ne modifie pas l'ADN, ça ne peut pas le modifier. Bref, il y a tout un tas d'explications qui sont très intéressantes. Voilà. Concernant la recherche opérationnelle, là c'était la minute du père Fouras. Concernant la recherche opérationnelle, essayez d'imaginer ce que c'est que la chaîne de production du vaccin. C'est quelque chose vraiment qui est très compliqué. Il y a des détails, des petites choses auxquelles on ne pense pas, mais qui pourtant posent de réels problèmes. Les vaccins, ils sont dans des petites bouteilles, dans des petites fioles en verre. Et bien ces petites fioles, qui c'est qui les produit? Et encore une fois, on revient au même problème que tout à l'heure sur les masques. La production, elle est adaptée à la demande. Et la demande, il y a depuis quelques mois, enfin, il y a avant quelques mois, n'était pas importante. Et puis tout d'un coup, on demande à produire plein de vaccins. Eh bien, rien que la bouteille, le contenant, c'est un problème, parce qu'il doit être bien sûr homologué, et toutes les usines ne peuvent pas produire ces contenants. Donc, encore une fois, il a fallu réorganiser les choses pour une production massive et à l'échelle internationale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Donc, c'est vraiment une masse qui est extrêmement importante, sachant que une fois que la crise sanitaire sera passée, on n'aura plus besoin de tous ces moyens de production. Donc, il faut aussi anticiper sur le fait qu'à un moment donné, il va falloir ralentir la production. Voilà. Alors, une fois que vous avez ces petites fioles, eh bien, il faut les acheminer jusqu'à l'endroit où on va mettre en bouteille le vaccin. Et c'est pareil, les usines qui produisent les vaccins, eh bien, ils ont besoin donc d'être approvisionnés, mais en même temps, il faut qu'on vienne récupérer leurs vaccins et qu'on les achemine vers les clients, donc les différents États. Ces vaccins, pour le moment, doivent être conservés à moins 80 degrés. Donc il faut des super frigos, patati patata. Un truc comme ça, ça ne se déplace pas comme on déplace, je sais pas moi, des paquets de Haribo. Voilà, quand il y a un camion qui livre des paquets d'Haribo, ben, il n'y a pas besoin d'être réfrigéré de la même manière que les vaccins. Donc c'est des moyens logistiques qui posent d'énormes contraintes. Et finalement, quand vous analysez toute la chaîne, quand vous posez toutes les questions liées à cette production, à cet acheminement des vaccins, eh bien, même si on peut voir sur Facebook des messages qui sont de gens qui râlent, et puis qu'on peut se comparer à d'autres pays qui sont à côté, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est une dinguerie de logistique. C'est vraiment énorme ce qui est en train de se passer. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas faire mieux, on pourrait faire mieux. Mais imaginez la logistique qui est derrière,
C'est tout simplement dingue. Et une dernière chose sur les vaccins. Bien sûr, un vaccin, c'est pas quelque chose qui doit rester dans une fiole. Il faut le placer, il faut vacciner les gens. Mais imaginez ce que c'est que vacciner des gens. Une fiole permet de faire 5 doses de vaccin. Une fois que la fiole est ouverte, je crois qu'elle n'a que 3 heures pendant lesquelles on peut utiliser le vaccin. Après, le contenu n'est plus viable. Ça veut dire que quand vous commencez à vacciner, il faut être sûr d'avoir les 5 patients à la suite, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser toutes les doses. Et donc, on va perdre du produit et donc de l'argent, parce que c'est pareil, hein, on ne va pas se leurrer, les labos qui produisent les vaccins, ils font ça aussi pour l'argent. Voilà. Donc, du coup, si on veut économiser, il faut placer les patients les uns à la suite des autres. Mais une consultation, c'est pas 2 secondes, c'est pas on vous pose les uns à côté des autres et puis on vous pique. Une consultation, c'est de l'humain et ça prend 10 minutes, entre 10 et 30 minutes. Parce que si vous avez des facteurs de risque, si vous avez des antécédents allergiques, etc., il faut discuter, c'est une véritable consultation. Et donc vous voyez que rien que distribuer le vaccin, c'est quelque chose qui est compliqué. Mais même si on fait ça, regardez on va demander aux médecins généralistes donc d'inoculer le vaccin à leurs patients, mais ils ne doivent pas perdre de produit. Donc ça va demander une réorganisation des prises de rendez-vous. Enfin, voilà, si vous prenez l'ensemble de toute la chaîne du vaccin, c'est quelque chose qui est extrêmement caractéristique de la recherche opérationnelle, du début à la fin. Et il y a des tas de problèmes d'optimisation sur à chacune des étapes de cette distribution du vaccin. Voilà. Alors, la recherche opérationnelle, c'est une discipline qui fait intervenir de nombreux outils mathématiques et informatiques. Alors, je distingue mathématiques et informatique. En fait, maths et info, pour moi, c'est quand même une seule science, même si il y a des endroits, enfin des branches qui divergent, hein, mais il y a aussi des branches pour lesquelles ça converge. Et donc pour moi, c'est un peu la même science. Mais il y a des outils qui sont spécifiques aux mathématiques, il y a des outils qui sont spécifiques à l'informatique, et on va utiliser tous ces outils qui sont mis à notre disposition. Alors en particulier, on a la programmation mathématique qui va nous permettre, via l'expression de problèmes sous forme mathématique, de résoudre des problèmes. On va avoir la théorie des graphes, que je vais vous présenter, qui est un outil de modélisation d'une puissance extraordinaire. On a l'optimisation combinatoire, qui va nous permettre de, parmi un très grand nombre de solutions possibles, trouver la ou l'une des meilleures solutions. On a l'algorithmique, qui va nous permettre de créer des moyens de calculer une solution à partir des données qui sont à notre disposition. Et alors, bien sûr, vous imaginez bien que je vous présente ces outils-là, mais on ne va pas s'y restreindre. On va prendre des outils issus de toutes les sciences possibles afin de les utiliser et trouver les meilleures solutions, optimiser tous les processus auxquels on va s'intéresser. Alors, la recherche opérationnelle va très souvent être confrontée à des problèmes de décision. Un problème de décision, c'est quoi? C'est juste un problème pour lequel la réponse donnée doit être soit oui, soit non. Excusez-moi. Oui, alors heureusement qu'ils engagent des cabinets de conseil, mais alors, juste une petite pause sur la remarque de votre camarade. Bien sûr, le gouvernement engage des cabinets de conseil. Après, la question est de savoir si ce cabinet de conseil est pertinent ou pas. Mais très clairement, il faut savoir que tout ce qui est logistique et enfin l'expertise logistique, elle n'est pas intégrée, enfin elle n'appartient pas au gouvernement en fait. Il y a des entreprises qui sont spécialisées justement dans ça. Et on a tout un écosystème, par exemple Eurodécision,
qui a une expertise sur les tournées de véhicules et qui va pouvoir justement aider à déterminer les meilleures solutions. On va revenir sur cette remarque de votre camarade parce que c'est vraiment... justement, elle est très pertinente, sa remarque. On reviendra un petit peu après, d'accord? Donc je disais qu'un problème de décision, c'est un problème qui peut être posé de telle sorte à ce que la réponse soit oui, soit non. Par exemple, est-ce que 7 est un nombre premier? Oui ou non? Voilà, donc ça, c'est un problème qui est de décision. Est-ce que je dois virer votre camarade pour avoir osé faire une semi-plaisanterie en commentaire? Oui ou non? Ça, c'est un problème de décision. Ah non, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a un problème de décision, bon, bah, c'est bien de savoir qu'on doit répondre soit oui, soit non, mais comment est-ce qu'on le fait pour trouver la solution? D'accord? Donc, on va utiliser une méthode de résolution. Et alors, la méthode de résolution pour un problème de décision, généralement, bah, c'est un algorithme. C'est-à-dire, c'est une procédure qui va contenir une succession d'étapes qui, à partir des données d'entrée, va vous permettre de déterminer une réponse. Et comme on va utiliser un algorithme, il faut que l'algorithme il soit sûr. C'est-à-dire que si vous donne une réponse, il faut que cette réponse soit la bonne. D'accord? Alors, si votre problème de décision peut être résolu justement par un algorithme, on va dire qu'il s'agit d'un problème décidable. Et dans le cas contraire, il est non décidable. Alors, cette distinction des problèmes qui sont décidables et des problèmes qui ne sont pas décidables, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Parce que je vous invite à lire une BD qui s'appelle Logicomics. Dans cette BD, c'est un chercheur, Papa Dimitriou, donc qui est grec, hein, bien évidemment, comme son nom le laisse supposer, et qui va raconter une histoire, celle de Bertrand Russell, qui est un des plus grands logiciens au monde. À son époque, hein, c'était pendant la Seconde Guerre, je crois. Et en fait, ce logicien, il avait un objectif. C'était de nettoyer la science, et en particulier de ne plus avoir dans aucune preuve mathématique de phrases du type « on voit bien que ». Parce que ça se trouve, la personne se trompe, et si la personne se trompe, on va créer un théorème alors qu'en fait le résultat est faux, ce théorème est faux, et puis on va l'utiliser pour autre chose, mais si à la base quelque chose est faux et qu'on suit la chaîne d'implication, eh bien le résultat final sera lui aussi faux mathématiquement. Et donc c'était un gros problème à son époque. Et donc lui, il a décidé de créer une encyclopédie en partant de zéro. Et toutes les choses qu'il allait rajouter dans son encyclopédie seraient prouvées. En particulier, 1 plus 1 égale 2, et c'est pas une blague, c'est une preuve de plus d'une centaine de pages, hein, je sais plus combien ça fait, mais c'est un truc extrêmement important. Il a démontré ça, et à partir de là, enfin plus précisément, il a montré les propriétés de l'addition. Hein. Voilà, mais donc il est reparti vraiment de l'addition. Et puis au fur et à mesure, il ajoutait les théorèmes. Et c'était le projet de sa vie. Et puis un jour, il y a un jeune thésard qui arrive et qui lui dit qu'il a fait une erreur de base dans sa méthode. Une erreur logique de base. Donc évidemment, vous imaginez qu'un grand chercheur, un des plus grands chercheurs au monde dans son domaine, on lui dit qu'il a fait une erreur de base, et c'est un étudiant, certes en thèse, mais un étudiant quand même, qui lui dit ça, il l'a assez mal pris, et puis il l'a envoyé balader. Le problème, c'est que ça a tourné en boucle dans sa tête, et il s'est vraiment demandé quelle pouvait être cette erreur de base. Et ça l'a hanté, ça l'a hanté, ça l'a hanté. Et puis, bah, évidemment, quand ce thésard a décidé de soutenir sa thèse,
eh bien, il est allé à sa soutenance de thèse pour voir ce qui se passait. Et en fait, donc c'est le chercheur, hein, le jeune thésard, c'était un certain Gödel, qui a proposé le théorème d'incomplétude. Et en fait, ce qu'il a montré, ce thésard, c'est qu'il y a des propriétés mathématiques qui sont vraies, pour lesquelles il n'existe pas de preuve qu'elles sont vraies. Et ça, en fait, ce théorème, il est extrêmement important. C'est pour ça que on a la distinction entre la science mathématique et la science informatique. Parce que en informatique, on s'intéresse à ce qui est calculable, c'est-à-dire uniquement les problèmes pour lesquels il existe une preuve finie pouvant démontrer un résultat. Parce que nous, on est calculatoire. Alors qu'en mathématiques, il est tout à fait possible d'utiliser une propriété vraie sans être capable d'en apporter la preuve. Par exemple, quand vous définissez une nouvelle logique, vous allez poser vos axiomes de base. Et on se fiche de savoir s'ils peuvent arriver ou pas. En fait, on va poser des axiomes, et ça, on dit ça, c'est vrai. Et à partir de là, on va construire une nouvelle logique. Et c'est un exercice intellectuel qui est extrêmement important. Et donc, c'est à partir de là que ça diverge. Voilà. Bref, toute cette histoire de décidabilité, de non-décidabilité, donc de calculabilité finalement, et une fois qu'on se pose la question de est-ce qu'une chose, de savoir si, quand on sait si une chose est calculable, est-ce que cette chose est calculable en un temps qui est raisonnable ou qui n'est pas raisonnable? Est-ce qu'on est capable de produire un algorithme qui va être efficace? Ça aussi, c'est une question qui est extrêmement importante. Alors, ça fait partie du cours que j'ai donné au L3 Miage en algorithmique au premier semestre, mais l'idée, c'est juste de comprendre qu'il y a des classes de complexité pour les algorithmes. En fait, chaque algorithme va nécessiter un certain temps d'exécution. Et ce temps d'exécution, on va l'évaluer en fonction de l'ordre de grandeur du temps nécessaire, en fonction des données. Par exemple, si vous avez un tableau de taille n, est-ce qu'il va nécessiter un temps qui va être logarithmique en n, le nombre de données? Est-ce que ça va être plutôt linéaire? Est-ce que ça va être quadratique? Est-ce que ça va être du puissance 3? Est-ce que ça va être, au contraire, exponentiel? Est-ce que ça va être encore pire? Est-ce que ça va être factoriel? Et vous voyez que ça, c'est les ordres de grandeur. Et bien, c'est ça qui va nous permettre de distinguer, de classer les différents algorithmes en fonction de leur efficacité. Et souvent, l'efficacité des algorithmes est liée non pas à la qualité de conception de l'algorithme, mais à la difficulté des problèmes. Par exemple, il n'existe pas d'algorithme de tri meilleur que n fois log n. Alors n, la taille du tableau que vous souhaitez trier. Voilà. Donc ça, c'est une chose que vous devez avoir en tête, mais bon, il n'y a pas de conséquences sur le cours de recherche opérationnelle, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a compris ce que c'était qu'un problème de décision, eh ben on va s'intéresser à une variante qui est encore plus intéressante, qui est le problème d'optimisation. Alors, un problème d'optimisation, c'est une variante donc, du problème de décision, mais c'est plus intéressant dans le sens où on va pas répondre à oui ou non. Par exemple, est-ce qu'il existe une solution de taille K pour un problème donné? Alors oui ou non. Si vous avez trouvé cette solution, vous avez votre réponse, par exemple, oui, il existe une solution de taille K. Bah, vous allez diminuer K de 1. Et vous allez dire, est-ce qu'il existe une solution de taille K-1? Oui ou non? Et ainsi de suite. Et vous allez diminuer jusqu'à trouver la meilleure solution. Bon, bah, donc du coup, il y a des problèmes qui vont prendre ça en compte, qui vont proposer des algorithmes qui vont vous éviter de recalculer à chaque fois, et on va juste chercher la meilleure solution possible, ou l'une des meilleures solutions possibles parmi l'ensemble de toutes les solutions. Alors, un problème d'optimisation, ça se présente comment?
Alors là, ce que je vais vous présenter, ça peut paraître un petit peu enfantin pour vous, parce que vous êtes quand même en L3, euh, mais vous allez voir que les choses sont quand même assez complexes. Alors, un problème d'optimisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord, c'est un énoncé, c'est-à-dire c'est un texte en langage naturel dans lequel le problème est exprimé et puis on a les données qui sont indiquées dedans. D'accord? Ensuite, vous avez un ensemble de critères qu'on va pouvoir déduire de l'énoncé. Par exemple, un commerçant, il va souhaiter maximiser son profit. C'est normal. Mais c'est ça son critère d'optimisation. Il ne souhaite pas minimiser le temps de travail. Il souhaite maximiser son profit. Alors ça, c'était pour l'objectif, pardon. Voilà. Et ensuite, vous avez un ensemble de possibilités, donc de solutions. Et bien souvent, on ne va pas chercher à trouver juste une solution, parce que cette solution-là n'est pas la meilleure. On va vouloir la meilleure solution. C'est-à-dire que si vous avez une solution qui permet de distribuer le vaccin en 3 mois, est-ce que c'est la meilleure solution? Non, il existe une solution qui permet de distribuer le vaccin en moins de 2 mois. Donc c'est sûr que cette solution-là sera préférable. Alors, quelques exemples de problèmes d'optimisation. Trouver un plus court chemin permettant de se rendre de Fontainebleau à Marseille, par exemple. Non, c'est une blague, jamais j'irai à Marseille. Voilà. Enfin, si, je suis bien obligé d'y aller de temps en temps. Alors, comment placer des caméras aux intersections des rayons d'un supermarché tout en minimisant leur nombre? Voilà. Alors ça, c'est un problème extrêmement concret. Mais il se trouve que c'est un problème qui, d'un point de vue théorique, est extrêmement intéressant parce qu'il s'agit du problème du vertex cover. Et en particulier, j'ai fait mes travaux de thèse sur ce sujet-là. Donc il y a des tas d'applications très concrètes pour placer les caméras. Voilà. Mais en fait, c'est un problème mathématique qui est extrêmement intéressant. On le reverra ensemble lorsqu'on fera la théorie des graphes. Un autre exemple, c'est colorier les pays de la carte du monde, d'accord, de sorte à ce que deux pays qui partagent une frontière ne soient pas de la même couleur. Quel est le nombre minimum de couleurs que vous allez pouvoir ou devoir utiliser? Voilà. La réponse est 4. Donc, ce qui est intéressant quand vous avez un problème, ça va être la démarche de résolution. D'accord? Les problèmes qu'on va rencontrer, ils ne sont pas directement de nature mathématique, vous êtes d'accord? Vous allez voir un commerçant, vous regardez son travail, directement, ce n'est pas des maths. Vous allez devoir extraire les mathématiques de ce qui vous sera expliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les problèmes de la vie réelle, on va les traduire sous forme mathématique, et une fois qu'on aura résolu le problème sous forme mathématique, on va retraduire la réponse, la solution, vers le concret, vers le réel. Il va falloir être capable d'exprimer votre problème. Et alors, exprimer un problème, c'est pas quelque chose de simple. Alors, moi j'aime bien cette phrase, cette maxime, qui dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Et malheureusement, les étudiants, vous avez encore du mal, parce que vous n'êtes pas habitués à être assez précis, vous avez du mal à énoncer clairement un problème. Donc c'est ce qu'on va voir aussi pendant ce cours de recherche opérationnelle. C'est comment, à partir des données brutes, comment exprimer le plus clairement possible un problème. Alors un exemple, on va parler de Monsieur Michou, qui est un brasseur et qui produit plusieurs bières. Alors il produit de la blonde et de la brune. Voilà. Alors pour produire sa bière, il utilise du malt, de l'orge et du houblon.
Et puis, donc, souvent, il va au marché pour acheter ces trucs, hein, alors le marché professionnel. Et puis, il utilise son camion, hein, et puis, alors, il a des apprentis. Puis, il y a sa femme qui l'aide aussi dans la production et la comptabilité de l'entreprise. Il habite en région parisienne. Voilà. Il a un ami qui s'appelle Franck. Lui, il a un ordinateur, hein, bien sûr, il a une tablette, ils vendent aussi des chips. Ok. Voilà, les bières blondes, elle est vendue à un certain prix, à 15 euros par unité. Bon, voilà. Alors, il fait du sport aussi, il aime bien aller faire du body attack, des choses comme ça. Ah oui, alors le prix de la brune, hein, c'est 25 par unité aussi. Voilà. Et puis, donc sa camionnette, hein, elle a une taille limitée, donc il peut pas mettre plus de tant de kilos de maïs, enfin d'orge, je sais plus. Voilà. Et puis, puis souvent c'est sa femme qui va acheter le malt parce que c'est des quantités plus petites. Et alors pour ça, elle utilise sa Twingo. Voilà. Alors, vous voyez là ce que je viens de faire, de vous assommer avec un. Alors déjà, c'est pas forcément très intéressant ce que je viens de vous raconter, mais c'est quand même comme ça que les données vont vous être données lorsque vous serez concrètement en train de discuter avec un professionnel. On va vous assommer de détails, ils vont vous dire comment ils font les choses, dans quel ordre, mais ce n'est pas forcément les informations qui vont vous intéresser. Et donc à partir de cet énoncé, de ce recueil d'informations, vous allez devoir exprimer le problème le plus clairement possible. Et vous comprenez bien là dans ce que je vous dis, c'est un recueil de données, ça peut être très très long. Voilà. Finalement, qu'est-ce qu'on voulait dire? Alors, c'était pas du malt, de l'orge et du houblon, désolé, c'était du maïs, du houblon et du malt. Bon, voilà. Donc, le brasseur, il doit décider de son plan de fabrication de bière et il veut fabriquer de la bière blonde, prix de vente 15 euros par unité, de la bière brune, prix de vente 25 euros par unité. Et pour ça, il va utiliser 3 ingrédients, du maïs, du houblon et du malt. Pour fabriquer une bière blonde, il y a besoin de 2,5 kg de maïs, 125 g de houblon, 17,5 kg de malt. Pour la bière brune, 7,5 de maïs, 125 g de houblon, 10 kg de malt. Et, une fois qu'il a réalisé ses achats, et on se fiche de savoir comment il allait faire ses achats, 240 kg de maïs, 5 kg de houblon et 595 kg de malt sont à sa disposition. Et la question, c'est quelle production doit-il réaliser de sorte à maximiser son profit, sachant que ça, c'est déjà son stock, d'accord? Et que les bières blondes et brunes n'ont pas exactement le même prix. Alors, ce problème-là, on va le revoir plus tard, hein. Le but n'est pas de le résoudre maintenant. Ce que je voulais vous montrer, c'était un peu la différence un peu violente entre les données qui sont exprimées à l'oral par un professionnel qui n'est pas professionnel en sciences et l'énoncé qui va vous intéresser et qui devient tout de suite mathématique, on le sent, d'accord? On va pouvoir l'exprimer mathématiquement, ce problème. Voilà. Donc, bien sûr, pour calculer, il vous faut des données. Et la récupération des données, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. D'accord? Parce que là, comme je viens de vous le montrer, très souvent, quand vous allez discuter avec les gens, il y a des informations très importantes qui ne vous seront pas données parce que, justement, les professionnels pensent que cette information-là n'est pas importante. Sauf que, du point de vue calculatoire, vous en aurez besoin. Aussi, souvent, les données, faut comprendre que d'un point de vue professionnel, les données, c'est une ressource qui est extrêmement recherchée, qui a une très grande valeur. Il y a beaucoup d'entreprises dont la seule existence repose sur une base de données. Donc, les données, vous aurez du mal à y avoir accès parce que les gens vont restreindre votre accès à ces données-là et ça va être quelque chose de réellement complexe pour pouvoir accéder à les données, et tout simplement, parfois, on va vous dire non.
Alors, je reviens là-dessus. Typiquement, les L3 Miage, vous êtes en projet après de théorie des graphes. Et donc, le premier travail que je vous ai demandé, c'était de trouver des données qui correspondent au projet que vous souhaitez réaliser. Et vous avez tout de suite pu constater que accéder, une fois que vous avez l'idée que vous voulez réaliser, accéder à des données liées à votre problématique, c'est pas trivial du tout et parfois vous êtes obligé de changer de sujet. Alors, vous avez vu dans le problème du brasseur, j'ai exprimé clairement le problème. Et donc, on sent bien qu'il va y avoir des mathématiques derrière, mais ils n'étaient pas encore là. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un modèle, modéliser votre problème. Alors, la modélisation, c'est une simplification de la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est une simplification de la réalité qui va nous permettre d'exprimer les choses mathématiquement et donc d'appliquer des outils mathématiques dessus. Voilà. Quand vous avez un... Alors, passer d'un problème, d'un énoncé à un modèle, il n'y a pas de méthode qui fonctionne à tous les coups. Vraiment, la modélisation, c'est une forme... Alors, c'est de la science, hein, bien évidemment, mais c'est aussi une forme d'art. Il va falloir trouver quel type de modélisation. Est-ce qu'on va utiliser un programme linéaire? Est-ce qu'on va utiliser un graphe? Est-ce qu'on va utiliser... je ne sais pas quelle autre méthode. Voilà, quelle est la méthode qu'on va utiliser pour modéliser? C'est vraiment quelque chose qui va s'apprendre et qui nécessite de l'expérience. Normalement, si vous trouvez le bon modèle, alors votre problème sera facilement... vous pourrez facilement calculer une solution à votre problème. Si vous avez mal modélisé votre problème, le modèle, au contraire, va vous empêcher, il va vous compliquer la vie et vous aurez de plus en plus de difficultés, vous aurez d'énormes difficultés à résoudre le problème. Donc très souvent, hein, si vous avez modélisé votre problème et que vous galérez à trouver un résultat, dites-vous que peut-être c'est que votre problème a été mal modélisé. Alors, une fois que votre problème il a été modélisé, eh ben, vous allez chercher quel est l'algorithme qui convient. Et c'est à ça que sert, par exemple, la théorie des graphes. Vous avez toute une collection d'algorithmes qui sera mise à votre disposition pour un problème donné. Par exemple, le plus court chemin. Eh ben, pour le plus court chemin, nous allons voir ensemble deux algorithmes différents. Et il y en a un qui est plus rapide que l'autre, mais qui ne fonctionne pas toujours. Et l'autre, par exemple, quand il y a des poids négatifs dans votre graphe, ça on verra. Et l'autre, il est un peu plus long, mais il fonctionne quand il y a des poids négatifs. Donc, quel est l'algorithme que vous allez devoir utiliser? Eh bien, ça dépend du contexte et de votre modèle. Si vous n'avez pas de poids négatifs, autant utiliser le plus rapide. Mais si vous avez des poids négatifs, surtout, ne pas utiliser le plus rapide parce que la solution que vous allez trouver pourra être erronée, tout simplement. Ah oui, et alors une dernière chose, quand vous choisissez un algorithme, c'est pas au petit bonheur la chance, hein. C'est vous devez être capable de justifier le choix que vous avez réalisé de la manière la plus rationnelle possible. Donc concrètement, vous êtes en réunion face à des collègues, vous dites on a choisi cette méthode-là parce que ça, ça, ça et ça, et donc normalement, tout le monde devrait être d'accord avec vous. Dans l'idéal. Alors, une fois que vous avez appliqué vos méthodes, donc vous avez modélisé et ensuite vous avez appliqué des algorithmes et vous avez des résultats. Bah, c'est bien. Mais le problème, c'est que comme vous avez modélisé votre problème initial, c'est pas parce que vous avez une solution que le travail est terminé. À partir de cette solution pour le problème qui a été modélisé de cette manière-là, vous allez devoir les analyser, ces solutions, pour revenir
au problème initial et trouver une véritable solution concrète. Et ça, ce travail-là, c'est absolument pas à négliger parce que très souvent, les étudiants trouvent un résultat grâce à un algorithme et se disent bah c'est fini. Mais sauf que non. Par exemple, pour le problème du brasseur, chaque année, quand je donne un exemple un peu similaire en partiel, j'ai droit à x égale machin, y égale machin, parce que vous allez voir qu'on a des variables et on obtient des résultats un peu comme ça. Et puis c'est encadré. Ah bah oui, mais non. Parce que moi, je veux une phrase où finalement on va me dire que x vaille ça, moi je m'en fous. Il faut me dire concrètement, il va falloir produire tant de bière blonde et tant de bière brune pour maximiser le bénéfice du brasseur. Là, sur cet exemple-là, bien sûr, ça a l'air d'être juste une phrase de conclusion. Mais je vous assure que quand vous êtes dans une grosse entreprise comme EDF et que vous présentez les résultats d'un travail de 6 mois, vous n'allez pas dire oui, alors x1 égale 7 et x2 égale 19. Non, ça certainement pas. D'accord? Donc vous avez une solution, c'est très bien, mais il faut la valoriser et revenir sur le concret. Voilà. Et ensuite, je tiens à aborder un autre sujet qui est celui de la décision finale. Parce que, bon là, on est dans un cours de recherche opérationnelle. Et peut-être que cette matière va vous passionner. Et peut-être que vous allez décider de faire un master de recherche opérationnelle après. Ou tout simplement qu'après votre master, dans votre travail, vous allez faire un peu de recherche opérationnelle. Et du coup, vous allez mettre en œuvre toutes les techniques que vous aurez appris et tout ça pour trouver la meilleure solution. Vous arrivez en conseil, en réunion avec votre N+1, N+2 et N+3. Vous présentez votre solution qui est la meilleure possible, c'est prouvé scientifiquement, et elle n'est pas retenue. Et en fait, la solution qui va être retenue n'est pas toujours la meilleure, ça va être celle qui sera la plus acceptable en fonction de l'ensemble des contraintes, même non exprimées, par exemple la dimension politique. Un exemple concret. La meilleure stratégie vaccinale, c'est d'imposer le vaccin à tous les Français. Scientifiquement, c'est la meilleure, il n'y a pas à discuter. Maintenant, est-ce que c'est la solution qui est réalisée? Bien sûr que non, parce qu'il y a la dimension politique et on prend en compte la sensibilité des différents individus. Voilà. Donc surtout, quand vous allez arriver en proposant votre solution optimale, ne soyez pas vexés si ce n'est pas la solution qui est retenue. Vous aurez fait votre travail. Après, aux décideurs de décider. Vous n'êtes qu'un outil d'aide à la décision. Vous n'êtes pas un outil décisionnel. Alors, je vais enfin pouvoir vous présenter la définition de la recherche opérationnelle. La première définition que je vous présente, c'est une blague, hein, mais en fait, elle a vraiment été utilisée. C'est la recherche opérationnelle et ce qui est fait par les membres de la société de recherche opérationnelle. Et ces membres sont celles préconisées par le journal, et ces méthodes, sont celles préconisées par le journal de la société. Ça veut dire quoi? Que la recherche opérationnelle, c'est ce que font les chercheurs opérationnels. Et ils utilisent quoi comme outil? Ceux de la recherche opérationnelle. Grosso modo, on a une définition récursive. Et voilà. Bon. Après, si vous prenez une définition plus sérieuse et plus actuelle, c'est l'ensemble des techniques rationnelles d'analyse et de résolution de problèmes qui concernent notamment, alors là c'est dans le Larousse, l'activité économique, visant à élaborer les décisions les meilleures possibles, au sens d'un ou de plusieurs critères, tout en respectant les contraintes inhérentes à ces problèmes-là. Grosso modo, vous prenez un problème concret, l'ensemble des variables et des contraintes, et vous essayez de trouver les meilleures solutions qui respectent ces contraintes-là. Voilà. Alors, quel est l'intérêt économique pour l'industrie? Vous avez sûrement déjà compris qu'en fait, l'intérêt, il est gigantesque.
l'intérêt économique, hein, je parle. Parce qu'on n'est pas dans une science qui n'intéresse que les scientifiques. Là, on va produire réellement des résultats concrets, utilisables, qu'on peut mettre en place directement et qui vont permettre d'économiser de l'argent ou de gagner plus d'argent. Donc bien évidemment, tout le tissu économique est extrêmement intéressé par cette science. Voilà. Alors, en particulier, vous avez toutes les grandes entreprises, hein, EDF, Orange, l'armée, la SNCF, qui ont des, qui ont des unités, qui font de la recherche opérationnelle, d'accord. Donc il y a des laboratoires, il y a des choses comme ça, et leur objectif, hein, très clair, c'est d'améliorer l'efficacité de leur fonctionnement, donc soit la production, soit le déploiement, la qualité du service, etc., etc. Mais vous comprenez que ça fait intervenir tellement de disciplines, par exemple les mathématiques, l'informatique, l'économie, par exemple, hein, mais il peut y en avoir d'autres, que une entreprise ne peut pas se permettre de faire seule de la recherche opérationnelle. Et donc, généralement, les grandes entreprises font des collaborations avec le monde universitaire. Alors, ça peut se faire d'une manière très simple, c'est-à-dire que les chercheurs de l'entreprise, par exemple EDF, viennent dans les laboratoires faire des conférences ou suivre les conférences des universitaires pour s'informer. Moi, ma co-bureau au Lipsis, d'accord, donc mon laboratoire d'informatique, c'est une chercheuse d'EDF qui est détachée 2 jours par semaine dans le laboratoire. Comme ça lui permet d'échanger avec les collègues et de faciliter la transmission de connaissances. Ensuite, on a des thèses qui sont financées en partie par des entreprises. Moi, j'en ai déjà encadré 2, des thèses financées par des entreprises. Donc, je vous expliquerai ça un petit peu après, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Et malheureusement, cette vie intellectuelle, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre de la mettre en place. Par exemple, une entreprise avec une dizaine de salariés ne peut pas détacher un salarié 2 jours par semaine pour écrire des articles sur l'amélioration du flow dans tel discipline. Enfin voilà, bon, bref, ça c'est pas possible. Ces entreprises-là ne sont pas nécessairement capables de mobiliser non plus des personnels suffisamment compétents pour faire une recherche opérationnelle de qualité. Donc, généralement, ils vont faire appel à des entreprises qui sont spécialisées. Alors, par exemple, je parle de Eurodécision. Donc ça, c'est une boîte privée qui est une grosse boîte et qui fait beaucoup de recherche opérationnelle, notamment sur la tournée de véhicules, c'est-à-dire que vous allez prendre l'ensemble des camions qui doivent livrer pour Amazon, quel doit être le circuit de quel camion, comment répartir les colis dans les différents camions, etc., etc. Ça, ils vont proposer une solution clé en main. Voilà. On peut aussi, les entreprises peuvent aussi, du coup, s'adresser à des laboratoires universitaires. Moi, par exemple, les 2 thèses chiffres que j'ai encadrées, c'est une entreprise qui pouvait consacrer un peu de budget, mais qui n'avait pas les compétences en interne pour encadrer directement la thèse. Donc, ils sont venus voir les universitaires et on a fait un partenariat. D'accord ? Donc, il y avait Jean-François Pradapère qui était le directeur de thèse pour l'une de ces 2 thèses et Lionel Rago, qui est un économiste, un professeur en économie de Nanterre, qui était le directeur de thèse de l'autre thèse. Et moi, j'étais l'encadrant des 2 thèses. Voilà. Et dans l'entreprise, ils avaient un ancien docteur, ancien chercheur, mais docteur, Gaëtan Lechat, qui lui faisait le lien entre sa direction et nous. D'accord ? Et entre nous, le lien entre Gaëtan et moi, essentiellement, c'était Vincent Grolmund, donc que vous allez avoir justement en TD, et qui
qui faisait le lien entre nous deux. Voilà. Bon, bah là, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer, hein, donc excusez-moi, je m'enflamme, je vais au-dessus de mes slides. Voilà. Concrètement, alors la recherche opérationnelle, donc comme je vous le disais, il faut être en lien essentiellement avec les universités, parce que c'est là qu'il y a des chercheurs qui ont le temps de se mettre à jour sur les nouvelles méthodes, voilà, et qui ont des compétences diverses et variées. Alors ça implique qu'il y ait de nombreux postes de recherche, alors par exemple à l'INRIA ou au CNRS, mais aussi donc dans les universités ou les écoles privées qui ont des laboratoires de recherche privés. Voilà. On est organisé, la communauté scientifique française de recherche opérationnelle est organisée autour d'un GDR, c'est-à-dire un groupe de recherche, et essentiellement, donc il y a une liste de diffusion par mail où il y a toutes les annonces liées à la recherche opérationnelle française, donc toutes les annonces de conférences, les prix, etc., etc. En particulier, on a une association qui a été créée, qui est la RODEF, d'accord, qui est la Société française de recherche opérationnelle, donc qui est d'aide à la décision. Et alors, le RODEF, RODE, c'est un petit jeu de mots parce que je crois qu'initialement, c'est Renault, il me semble, hein, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est Renault qui était très impliqué dans la création de cette association. Alors, je vous ai mis plusieurs liens. Vous pouvez aller fouiller dessus parce que c'est très intéressant si vous souhaitez poursuivre plus tard vos études en faisant de la recherche opérationnelle. Il y a toute une liste des masters qui font de la recherche opérationnelle en France. Alors cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais en tout cas, il y a plusieurs masters qui sont très intéressants, qui sont recensés. Vous trouverez aussi le livre blanc de la RODEF. Alors le livre blanc, c'est l'ensemble des entreprises membres de la RODEF et qui vous explique quelle est la place de la recherche opérationnelle dans leur entreprise. Donc je crois que c'est téléchargeable en PDF, j'essaierai de le mettre à disposition dans les fichiers, et c'est vraiment très intéressant. Alors il ne faut pas tout lire, mais c'est bien de le feuilleter un petit peu parce que ça donne une bonne image, une bonne idée de ce qu'est la recherche opérationnelle dans le tissu économique français. Voilà. Alors moi, par exemple, j'ai co-organisé avec différents collègues les journées franciliennes de recherche opérationnelle. Donc ça, c'était des journées où on créait des thématiques, par exemple recherche opérationnelle et intelligence artificielle, ou la recherche opérationnelle dans le domaine de la programmation mathématique, etc., etc. Et on organisait, donc c'était une fois tous les 2 ou 3 mois, on organisait une journée de conférence et il y avait des jeunes chercheurs du domaine qui venaient, alors, voilà, et qui présentaient leurs travaux. Donc ça, c'est un exemple de manifestation qui a lieu assez régulièrement. Et bon, là, en temps de Covid, c'est un peu pourri, mais les étudiants les plus intéressés peuvent aller y assister, hein. Il suffit de s'inscrire sur le site, c'est gratuit, et vous y allez. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des différentes thèses que j'ai encadrées avec une entreprise, donc l'entreprise qui s'appelait FRS. Il y avait 2 thèses, en fait. C'était un même sujet, mais avec 2 aspects, un aspect économique et un aspect informatique. Donc c'est pour ça qu'il y avait Lionel Rago qui a dirigé la thèse d'économie, Jean-François Pradapère qui dirige la thèse d'informatique. Il y a eu un décalage d'1 an dans le démarrage des 2 thèses, ce qui fait que la thèse en économie a été terminée. Donc c'est Kimball Christophe qui est donc maintenant docteur et qui a terminé sa thèse l'an dernier, pile pendant les grèves de train, c'était formidable. Et vous avez donc Vincent Grolmund qui fait la thèse en informatique et qui va bientôt, qui est en train de terminer l'écriture de sa thèse. Et l'ensemble de ce travail a été un peu soutenu par un étudiant de l'Amiage que j'avais en stage et qui a beaucoup développé pour eux. Il a produit des données, des informations, il a calculé des choses pour eux. Et donc lui, ça s'est tellement bien passé qu'actuellement, il fait une thèse universitaire cette fois-ci, hein, pas en collaboration avec une entreprise, une thèse universitaire pure,
au CNAM, moi je co-encadre la thèse, et sous la direction de Christophe Picoulot. Voilà. Alors, donc là, j'ai fini de vous présenter ce que c'est que la recherche opérationnelle en France. D'accord ? Et si vous regardez dans Teams, donc dans les fichiers, je vous ai mis différents papiers que j'ai appelés Rodef, voilà, il y a Paper, tout ça. Et il y en a deux, c'est Rodef 2019 Delbo et Rodef 2019 Lyon, parce que je me suis dit que voir des exemples d'abstracts de vos enseignants, c'était toujours intéressant. D'accord ? Donc, je vous invite à les lire. Il faut savoir que ce qui est publié à la Rodef, ce n'est pas des articles scientifiques. Ce sont des résumés d'articles scientifiques. C'est-à-dire, on résume notre travail en 2 pages et on n'a pas le droit de dépasser. Ce qui fait que on est obligé de vulgariser un certain nombre de choses et